Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Bien la forme? Oui, ça va. Alors, on part où en actualité internationale? On part en Angleterre et revenir sur, évidemment, la grande victoire qu'a remporté Boris Johnson en se maintenant au 10 Downing Street. Boris Johnson, il n'a pas de voiture. Ben oui, pourquoi il en aurait besoin? C'est le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Non, il a des véhicules officiels. Donc non, ils ont dit qu'il n'a pas de voiture personnelle. Oui, parce que c'est normal, il vit à Londres. Londres est l'une des villes au monde où il y a l'un des meilleurs réseaux de transport urbain. Donc, il y a un très bon réseau de prendre le transport urbain. Mais il n'y a aucune loi qui oblige un Premier ministre à avoir un véhicule privé. Au contraire, il participe justement, sur un plan écologique, à ne pas accentuer, si tu veux, la pollution. Donc, il utilise des transports en commun, il utilise des taxis, il utilise... je ne pense pas qu'il prenne le métro, le bus, je pense qu'il se déplace beaucoup plus en taxi, ou bien par l'entremise de véhicules peut-être de ses collaborateurs ou de ses amis, et c'est pas mauvais. L'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, il n'a pas de maison. Il habite chez des amis, et pourtant, personne ne lui en tient rigueur. Il avait des propriétés qu'il a vendues. Il a gardé une propriété qu'il a donnée à la mère de ses enfants. Mais lui-même, il vit là où sont ses usines. En fait, là où il y a un problème, il se déplace et il dort dans l'usine. D'accord, on lui aménage un petit endroit, il dort là dans l'usine. S'il ne dort pas dans l'usine, il dort chez un ami. S'il ne dort pas chez un ami, il dort dans l'avion. Parce qu'il a quand même un Gulfstream, il a un jet privé, donc il dort à l'intérieur. C'est pas un problème. D'accord. On parle de Boris Johnson ce matin. Oui. Boris Johnson qui depuis plusieurs mois faisait face à une fronde due au scandale du Partygate, c'est-à-dire un certain nombre. Il faut se rappeler qu'en 2020, en plein confinement, alors que le Royaume-Uni, sous sa houlette, imposait des mesures de confinement particulièrement strictes, c'est-à-dire qu'il y avait des interdictions de rassemblement, il y avait des interdictions d'aller dans des pubs, des interdictions d'aller au cinéma, au restaurant, etc. Boris Johnson semblerait-il, et même ça a été avéré, puisque par la suite il a reconnu, il aurait organisé durant les confinements un certain nombre de fêtes au 10 Downing Street. Bon, ce n'était pas aussi des fêtes avec des dizaines et des dizaines de personnes, mais c'était quand même des fêtes dans la mesure où c'était des personnes étrangères au 10 Downing Street, c'est-à-dire des personnes qui ne résident pas là. Il faut savoir que ne résident au 10 Downing Street que Boris Johnson, son épouse et leur enfant. Et donc, il y avait des collaborateurs. Ce n'était pas aussi des personnes qui venaient de l'extérieur et autres. C'était des collaborateurs de Boris Johnson donc, qui travaillaient là. Et on estime peut-être que ils se sont un peu laissés aller en raison de la grisaille ambiante liée. Quand même, on était dans les fêtes de fin d'année. Et donc, que de se quitter comme ça, ils ont organisé d'abord une première fête durant le réveillon de Noël, un deuxième lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais évidemment, ça ne passait pas du côté des Anglais, parce qu'il faut savoir que les Anglais sont quand même assez pointilleux sur la discipline et sur la loi. Et donc, du fait que Boris Johnson passait à la télé, son ministre de la Santé à l'époque également passait à la télé et demandait aux Anglais de faire un effort, d'éviter tout contact afin d'essayer de limiter les contagions, les risques de contagion de la COVID-19, et en même temps, lui, Boris Johnson, son épouse et certains de leurs collaborateurs, s'affranchissaient de ces règles-là, parce qu'il n'y a pas aussi que les fêtes de fin d'année. Il y a aussi la fête, si tu veux, la fête organisée en l'honneur de Boris Johnson lors de son anniversaire par son épouse. Et donc, il y a un certain nombre d'autres événements. Il n'y en a pas eu qu'un ou deux, il y en a eu plus, il y en a eu plusieurs, et durant cette période-là. Et donc, cela aussi... Certains, on le sait aussi, que c'est au cours de ces fêtes-là que Boris Johnson aurait lui aussi contracté la COVID-19, et c'est à partir de là qu'évidemment le scandale est parti. Donc maintenant, évidemment, il traînait un peu cette affaire comme un boulet, au point où l'affaire n'a fait qu'enfler. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant dans cette affaire-là, c'est d'abord d'où est partie, évidemment, la motion de censure. La motion de censure n'est pas partie du parti de l'opposition, donc du parti travailliste. La motion de censure est partie de son propre parti, le parti conservateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment,
il y avait un risque pour lui de perdre son poste de Premier ministre parce que s'il ne remportait pas la majorité des voix, c'est-à-dire que s'il ne maintenait pas la confiance des parlementaires, eh ben, il aurait très certainement perdu son poste. Mais lorsque l'on regarde les résultats, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que même s'il est encore solidement ancré à la tête du Parti conservateur, n'empêche que si tu veux, à l'issue de cette affaire, disons, sa légitimité, je ne dirais pas la légitimité, je dirais plutôt son autorité au sein du Parti conservateur, c'est quand même considérablement affaibli parce qu'il faut savoir qu'il n'y a eu qu'à peu près 211 parlementaires de son parti qui ont voté pour son maintien à la primature. Et puis la deuxième chose, c'est que il reste quand même, il a aussi joué de ce fait sur la situation actuelle en Europe. Il a joué sur, si tu veux, les effets indirects liés au conflit en Ukraine, c'est-à-dire que les parlementaires, dans leur majorité, ont estimé aussi que ce n'était peut-être pas le bon moment pour changer de Premier ministre, alors que l'Europe est en crise, notamment à cause de l'affaire ukrainienne. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé en France lors du premier tour, j'en avais parlé ici, où il n'y avait véritablement pas eu de participation d'Emmanuel Macron dans ce premier tour-là, et le fait qu'il se soit réfugié derrière l'idée qu'en tant que président de l'Europe, eh ben, je ne pourrais pas être en mesure de débattre ou de participer à cette campagne-là, mais je vais d'abord m'occuper de la crise ukrainienne, eh ben, ça joue un peu en sa faveur, et ça lui avait permis de venir en tête à l'issue du premier tour. Donc, Boris Johnson a bénéficié en fait de cette aura-là, de cette situation liée à la crise en Ukraine, pour que les parlementaires se disent: si on ramène un autre Premier ministre, eh ben, ça risque peut-être de compliquer les choses parce qu'il y a déjà Boris Johnson qui a déjà une certaine ligne, même si elle est extrêmement proche de celle des Américains. Joe Biden s'est déjà engagé sur un certain nombre de dossiers liés notamment au renforcement, si tu veux, de la défense en Europe, liés, si tu veux, à un appui militaire d'envergure, notamment ce qui concerne la livraison de lance-missiles à l'Ukraine. Il s'agit également du renforcement, si tu veux, du pacte américain anglo, australien, notamment dans l'Indo-Pacifique, pour essayer de contrer la menace chinoise. Et donc, il y a tout un certain nombre de dossiers dans lesquels Boris Johnson occupe une place de premier plan. Et donc, ça a un peu rebuté les parlementaires en se disant que, certes, on n'est pas d'accord sur un plan moral avec ce que Boris Johnson a fait. Certes, en d'autres circonstances et à une autre période, si on était dans une période moins trouble, il est clair que Boris Johnson aurait perdu sa place. Mais en ces temps, comme je l'ai dit, extrêmement critiques, en ces temps de crise, eh ben, il n'était pas de bon aloi de changer de tête, de changer de personnalité à la tête du gouvernement. Et donc, c'est en réalité ça qui a sauvé sa tête, qui a sauvé son poste. Mais il est clair que Boris Johnson reste maintenant, son autorité est fragilisée. Et donc, il va falloir qu'il fasse œuvre de beaucoup plus de tact, de beaucoup plus de subtilité s'il voudrait rester toujours à la tête de la primature jusqu'à la fin de son mandat. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.